Muriel Douru, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteure, illustratrice et vous venez nous parler de cette BD, Putain de vie, itinéraire de travailleuse du sexe, c'est aux éditions La Boîte à Bulles. C'est vrai que c'est un sujet peu traité en bande dessinée, celui de la prostitution. Donc vous nous racontez dedans différents parcours de vie, on va y revenir bien sûr. Et il faut dire que pour réaliser cette série de portraits, vous êtes jointe aux maraudes des associations Médecins du Monde et Paloma dédiées aux travailleurs du sexe. Et vous êtes accompagnée d'Anaïs de l'Enclos, bonjour. Bonjour. Vous êtes travailleuse du sexe et également membre du STRAS, c'est le syndicat du travail sexuel. Alors Muriel, dans votre BD, il y a Amélie, qui est une Nigériane exilée en France, Lauriane, une escort girl libérée, Georgia, une femme transgenre colombienne séropositive, qui a dû quitter son pays pour fuir de la violence. Globalement, au travers de ces rencontres, qu'est-ce qui vous a frappé? Est-ce qu'il y a des points communs? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont frappé? Alors, le point commun, c'est le travail du sexe, mais en fait, ce serait limiter la BD que de la résumer à ça, parce que finalement, ce que raconte ce livre, c'est des parcours de vie extrêmement variés, avec donc d'un extrême à l'autre presque, entre effectivement Amélia, qui est une femme qui vient du Nigeria, qui a subi la pression des réseaux, qui est arrivée ici parce qu'elle pensait faire, en France, donc parce qu'elle pensait faire des études et qui a subi cette migration forcée pendant 3 mois. Elle a connu la Libye. Et Lauriane, qui est l'autre extrême, cette femme française qui a utilisé le travail du sexe à un moment dans sa vie parce qu'elle en avait envie, parce qu'elle voulait arrondir ses fins de mois. Donc c'est vrai que c'est 2 cas très extrêmes. Entre les deux, il y a plein de parcours de vie différents. Et le but de Médecins du Monde, c'était justement de montrer à travers ce livre la pluralité des parcours des travailleuses du sexe. Pourquoi à un moment elles utilisent ce moyen comme soit une stratégie de survie, souvent pour les migrantes par exemple, sans papier qui arrivent ici, très nombreuses, soit parce qu'elles en ont envie à un moment pour arrondir leur fin de mois. Parce que c'est ce que vous venez de dire, on se rend compte qu'effectivement il n'y a finalement pas un profil de prostituée. Je ne sais pas si on dit prostituée ou travailleuse du sexe. Alors, nous on utilise travailleuse du sexe. Nous on utilise travailleuse du sexe. Alors on dit sur travailleuse du sexe. Aussi. En fait c'est une volonté pour éviter la discrimination et c'est un terme qui est utilisé par la plupart des associations de santé mondiales, dont l'OMS par exemple qui l'utilise. Donc voilà. Donc on se rend compte effectivement qu'il n'y a pas qu'un type de travailleuse du sexe. Pour autant on a vraiment l'impression que le point commun, le fil rouge de ça, c'est quand même la violence. Violence suivie en amont. C'est ce que vous avez remarqué ça pour... Il se trouve que le livre révèle ça. Après, il faudra peut-être en parler avec Anaïs pour voir, elle, son point de vue. Le livre révèle qu'effectivement, sur 10 parcours, 9 sont des parcours de violence, souvent avec, au départ, une violence familiale très forte. Donc, qui peut expliquer pourquoi, à un moment, effectivement, ces personnes se retrouvent en grande difficulté sociale ou financière et donc dans l'obligation d'utiliser le travail du sexe pour survivre. Mais voilà, encore une fois, c'est pas résumé. Il faut jamais résumer 10 parcours. Toi, tu en parleras mieux que moi. Mais c'est vrai que cette violence est inhérente, non seulement au niveau de la famille, souvent, et aussi au niveau des clients. Et ça, on pourra peut-être parler au niveau de la loi 2016 qui a accentué cette violence. Anaïs de l'Enclos, donc vous êtes travailleuse du sexe depuis 8 ans. Vous étiez auparavant cadre administratif. Oui, tout à fait. Vous avez fait des burn-out et vous avez changé de profession. C'est quoi ce parcours? C'est quoi ce choix? Comment ça s'est passé? J'étais pendant effectivement de nombreuses années cadre en entreprise. J'aimais beaucoup mon travail, mais les conditions de travail, en fait, la pression qu'on exerce sur les salariés, la vie qu'on nous fait mener de nos jours, fait que comme beaucoup d'autres salariés, j'ai craqué à 2 reprises. Et je suis arrivée à un moment où il était évident que j'étais plus en état de travailler dans le monde entre guillemets classique de l'entreprise. Et c'est devenu une nécessité de trouver une activité indépendante. Et c'est un peu le hasard qui m'a fait essayer en fait le travail du sexe. Alors, par curiosité, je me suis dit, pour me faire mon avis sur cette activité, il faut que j'essaye. Mais j'avais pas du tout en fait envisagé de le faire comme activité professionnelle sur le long terme. Donc j'ai vraiment testé dans l'idée de me faire une opinion et j'ai réalisé que ça correspondait à quelque chose que j'étais capable de faire. C'est-à-dire c'est du soin, c'est de l'écoute. C'est une activité qui est beaucoup plus proche de l'humain et qui apporte quelque chose. C'est une activité qui a du sens. Et puis, ça me permettait d'être indépendante, d'être autonome, de ne plus avoir de patron. Donc, effectivement, je suis passée d'une activité salariée classique à une activité où, finalement, je suis autonome, indépendante et qui a du sens à mes yeux. Mais vous l'exercez dans quelles conditions? Alors moi, je travaille, comme la plupart des personnes qui maîtrisent l'Internet et le français, en tant que ce qu'on appelle escorte, ce qui est en fait un terme générique pour dire qu'on travaille sur Internet. Mais après, c'est exactement le même travail. Donc en appartement, de manière protégée? De façon générale, oui, tout à fait. Vous diriez, à vous écouter, on a l'impression finalement que c'est un choix
Alors, de c'est métier? pas un choix dans la mesure où un choix absolu, ça voudrait dire que j'ai aussi le choix de ne pas travailler. Mais je suis dans un monde où il faut que je paye mes factures. Donc, c'est l'activité professionnelle qui me convient. Maintenant, je ne vais pas la conseiller. C'est très difficile, comme toutes les activités de soins. Je veux dire, infirmière, c'est très dur. Je pense que ce qu'elles font, c'est beaucoup plus difficile que ce que moi je fais. Maintenant, dans la mesure où les gens doivent travailler, ben oui, c'est un choix. Pour moi, c'est un choix. C'est le choix qui me convient le mieux. Parce que je suis plus du tout capable de supporter la pression qu'on m'a imposée en entreprise. Certaines personnes sont tout à fait capables de supporter cette pression, certaines personnes sont capables de s'épanouir dans le monde de l'entreprise. Ça n'est pas valable pour tout le monde. Mais il n'y a pas de violence dans la façon dont vous exercez, il y a pas de... parce que c'est une pression aussi. Alors, vous arrivez à vous protéger de ça? Je dirais que la violence, elle n'est pas inhérente au travail du sexe, elle est inhérente aux conditions dans lesquelles on l'exerce. Ce que montre Putain de vie, qui est très intéressant, c'est que je dirais c'est une sélection de parcours qui est très intéressante parce que ce sont une majorité de personnes qui ont migré. Quand on migre, on ne le fait pas pour le plaisir. Hein. On le fait généralement parce qu'on quitte quelque chose de très difficile. Et ça le montre très bien. C'est-à-dire que ce sont des parcours de personnes qui ont fui la violence, la guerre, la famine, enfin des choses très difficiles. Donc, elles ont vécu une vie violente et elles sont venues en France pour quelque chose de meilleur et elles se sont confrontées à la réalité de l'administratif français qui fait que sans papier, elles n'ont pas eu d'autre choix que d'exercer le travail du sexe. Mais si on leur donnait des papiers, sans doute qu'elles feraient autre chose. C'est sûr. Et elles exercent dans des conditions qui ne les protègent pas. Maintenant, parce qu'elles sont dans la rue. Et aussi parce que la loi de 2016 a fondamentalement changé quelque chose. C'est la loi qui pénalise les clients. Tout à fait. Depuis 2016, les clients des travailleurs du sexe sont pénalisables. Et donc, ils ont peur. Donc, il y a eu une chute brutale du nombre de clients. Comme il y a moins de clients, par la force des choses, on a moins le choix. Auparavant, il y avait vraiment un nombre de clients suffisant pour pouvoir véritablement choisir les personnes qu'on acceptait de recevoir. Maintenant, on ne peut plus choisir. Ça veut dire qu'effectivement, il peut y avoir des clients violents, ça veut dire que des clients qui peuvent demander des rapports sans préservatif, c'est ça là? Ça veut dire qu'en fait, il y a moins de clients et plus d'agresseurs. Et je mets vraiment une distinction, c'est-à-dire que la personne qui est violente n'est pas un client, c'est quelqu'un qui se fait passer pour un client et qui a la volonté en fait d'abuser de la situation. Et ça, c'est un agresseur. Auparavant, on arrivait à éviter ces personnes-là. Maintenant, on prend le risque en se disant « je ne sens pas cette personne, mais je vais prendre le risque quand même parce que quand vous avez passé la journée à refuser des gens et qu'il est 23 heures, que vous n'avez toujours pas travaillé et que la seule personne qui vient vous demande un rapport sans préservatif, quand vous êtes migrante et qu'il faut que vous mangiez, des fois, vous n'avez pas le choix. Et vous qui n'êtes pas sur le trottoir, vous avez le choix? Alors, le choix a beaucoup diminué et on voit de plus en plus des histoires d'agression, de braquage. J'ai exercé pendant plus de 8 ans, donc j'ai commencé bien avant la loi. Je suis obligée maintenant de prendre des risques. Donc moi, par exemple, l'année dernière, je me suis fait braquer, violer, tabasser. Effectivement, une fois, ça ne m'était jamais arrivé avant. Et c'est vraiment quelqu'un, qu'en temps normal, je n'aurais pas accepté. D'accord. Et là, j'ai pris le risque parce qu'il y avait moins de clients, pas assez, et que j'avais pas le choix. Et je me suis dit, je vais prendre ce risque. Donc si on comprend bien, pour vous, cette loi d'avril 2016, c'est une catastrophe, pas que financièrement, mais parce que dans les conditions de travail, en fait. Ah, c'est dans les conditions de travail. C'est aussi ce que vous avez recueilli comme témoignage? C'est vrai qu'Anaïs ne fait que corroborer à moi quelque chose qu'elles m'ont absolument tout dit. C'est-à-dire que non seulement en plus j'ai mené ce travail donc avec Médecins du Monde pendant 1 an et demi, mais à côté de ça, pendant toute l'année 2018, j'ai accompagné la mairie de Nantes qui s'est intéressée justement à ce qu'ils appellent le public vulnérable la nuit. Donc d'un côté les SDF, enfin ils ont identifié 2 publics, les SDF d'un côté et les TDS de l'autre, les travailleuses du sexe de l'autre. Et du coup, on les a rencontrés en groupe avec la direction de la santé publique de Nantes et on les a fait parler. Et à chaque fois, ça revenait systématiquement que cette loi les mettait encore plus en danger. Mais c'est pas tellement compliqué à comprendre. Enfin, moi, c'est vrai que je ne suis pas concernée directement, je ne suis qu'autrice de leurs paroles finalement. Mais en fait, c'est pas très compliqué de comprendre qu'une loi qui pénalise le client fait que elle, en fait, finalement, indirectement, ça les pénalise elles. Il ne faut pas croire que ces personnes, il y en a beaucoup qui sont obligées de faire le travail du sexe pour survivre. Les migrantes sans papier qui sont des fois, même très souvent analphabètes, qui arrivent sur le marché de l'emploi en France. Enfin, faut quand même pas rêver. Moi, je trouve, si vous voulez, je trouve qu'il y a une grosse hypocrisie avec la loi française. C'est-à-dire qu'on permet la prostitution est légale et on fait tout pour les empêcher d'exercer. Mais du coup, est-ce qu'on a constaté, parce que Médecins du Monde vous en a parlé, une augmentation des oui, contaminations depuis la loi? Médecins du Monde a fait des études avec d'autres associations, c'est pas que Médecins du Monde. Il y a une étude qui est parue où ils ont mené une enquête pendant 2 ans depuis cette loi, donc qui a prouvé l'augmentation des violences, mais toutes les personnes que j'ai rencontrées, mais vraiment toutes m'ont dit que cette loi allait
contre leurs intérêts. Or, c'est censé être une loi qui est censée les protéger. Donc, il y a une énorme hypocrisie de vouloir imposer une loi censée être bénéfique pour elles, alors qu'en fait, les conséquences sont négatives pour elles. Voilà. Mais il y a toute une question idéologique qu'il faut dépasser. Juste pour finir, vous êtes membre du STRAS, je le disais, c'est le syndicat des travailleurs du sexe. L'abrogation de cette loi, ça fait partie de vos combats ? Tout à fait, oui. C'est pour nous un premier pas qui est indispensable, parce qu'elle nous met réellement en danger. Il faut voir que depuis cette loi, juste avant la loi, on avait fait un sondage avait été fait qui disait que 95% des travailleurs du sexe imposaient sans aucune difficulté le port du préservatif. Depuis cette loi, on a 38% de travailleurs du sexe qui ont des difficultés à l'imposer. Donc il y a une augmentation des contaminations, une augmentation des contaminations au HIV, à la syphilis et à toutes les IST possibles. Donc oui, c'est un premier pas indispensable pour la santé et la sécurité des travailleurs du sexe. Oui. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues. Votre livre vraiment qui est très intéressant, Putain de vie et Muriel Dourru, c'est aux éditions de la Boîte à Bulles. Merci.